Voilà, c'est l'image de la journée et bien au-delà, puisqu'il s'agit d'un barrage, le fameux barrage de Kakivka, qui a sauté cette nuit, il y a quelques heures. Ce qui était craint, je le disais tout à l'heure, depuis le début de la guerre s'est produit. Et maintenant, des milliers de mètres cubes d'eau se déversent dans cette vallée où coulait paisiblement un fleuve. Et maintenant, le risque, eh bien, il est multiple. Le risque, il est évidemment l'inondation, voilà, la submersion de plusieurs villages sur la rive droite et la rive gauche, surtout sur la rive droite, quoi qu'elle soit davantage en hauteur, donc peut-être plus préservée. La centrale de Zaporijjia va-t-elle être menacée par aussi cette catastrophe, dans la mesure où ces circuits de refroidissement dépendent du lac artificiel dont vous voyez l'eau s'écouler lentement, et puis bien sûr quel impact sur la guerre. Nous sommes toujours avec Catherine Gentil de Cannes, Oksana Manichuk qui nous apporte des informations très précieuses, techniquement en tout cas sur les conséquences, François Clémenceau, rédacteur en chef international du journal du dimanche, Hélène Blanc, politologue spécialiste de la Russie, et le colonel Per de Jong. Colonel, je rappelle qu'il y a quelques instants, vous nous avez dit ça ne peut pas être le résultat de frappes, parce que le barrage est beaucoup trop large. Cela aurait nécessité beaucoup trop de missiles. On aurait même des images, sans doute, quand même. Sûr. Et donc, il s'agit d'autre chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, d'abord, c'est important en tant que tel, et parce que les Russes accusent les Ukrainiens d'avoir frappé cette nuit. Bonjour Mathieu Karman. Bonjour Elisabeth. Merci de nous avoir rejoints. C'est un fait, depuis quelques heures, les deux parties s'accusent mutuellement. Oui, absolument. C'est version contre version, hein, comme souvent dans ce genre de cas. Et dans un premier temps, quelques instants après l'explosion du barrage, la Russie, par la voix du maire pro-russe de Novakakhovka, Vladimir Leontev, a dénoncé un acte terroriste grave mené par les forces ukrainiennes. Vers 2h du matin, il y a eu un certain nombre de frappes répétées sur la centrale hydroélectrique de Kakhovka qui ont détruit les vannes. En conséquence, l'eau du réservoir de Kakhovka a commencé à être déversée de manière incontrôlable. À cette heure-ci, la Russie explique donc que le barrage n'est pas détruit. Le flou règne. Sur Telegram, le chef du gouvernement de la région de Kherson, Andrei Aleksenko, explique qu'il n'y a aucune menace pour la vie des civils. Les employés du ministère des situations d'urgence et les autorités contrôlent le niveau de l'eau dans la rivière. Et vers 7h du matin, ce matin, l'agence de presse russe TASS explique que ce barrage finalement est partiellement détruit après les multiples frappes ukrainiennes et qu'il s'est effondré en raison des dommages. Du côté ukrainien, l'accusation ne s'est pas fait attendre. Oleksandr Produkin, le chef de l'administration militaire de Kherson, a expliqué sur Telegram que peu avant 7h du matin, l'armée russe a commis un nouvel acte de terreur. Même son de cloche, évidemment, du côté du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui, sur Telegram, dénonce la destruction du barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, qui ne fait que confirmer pour le monde entier que les terroristes russes doivent être expulsés de tous les coins du territoire ukrainien. Ils ne pourront pas arrêter l'Ukraine avec de l'eau, des missiles ou quoi que ce soit d'autre. Merci beaucoup Mathieu Karman. Le sens de la formule de Volodymyr Zelensky, ils ne pourront pas arrêter la guerre avec de l'eau. Merci Mathieu, vous nous avez montré, si je puis dire, un flottement considérable des Russes dès 2h du matin jusqu'à ce qu'ils confirment qu'effectivement le barrage a été atteint. Oui, alors on est assez habitué, effectivement, dans la communication russe, qu'elle ne soit pas, on va dire, très percutante et très précise. Souvent, on voit entre les différentes entités russes qu'il y a des déclarations qui sont contradictoires. C'est vrai que là, les Russes, tous les incriminent d'une certaine manière, parce que si on voit à qui ça profite, c'est sûr que le point le plus important, au-delà des conséquences ultérieures dont on parlait, que ce soit la centrale de Zaporijjia ou l'alimentation en eau de la Crimée, pour l'instant, ça entrave la progression des Ukrainiens pour le franchissement, effectivement, de ce fleuve, pour aller libérer les zones qui sont occupées pour l'instant par la Russie. Donc pour l'instant, c'est sûr que c'est plus profitable, si on peut utiliser un terme pareil quand on voit ces images, à la Russie qu'à l'Ukraine. C'est aussi votre conviction. C'est que à qui profite le crime, comme on le dit souvent, plutôt quand même aux Russes dans cette guerre. Si vous voulez arrêter la progression ukrainienne, évidemment, c'est ce genre de décision qu'on peut à peine appeler militaire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est prévu sur tous les ouvrages. Ça entrave la progression ukrainienne. Regardez cette image.
qui montre plus précisément les dégâts qui ont été produits. On voit là une image plus rapprochée de la destruction d'une partie du barrage. On rappelle ce que nous disait tout à l'heure Oksana, c'est que l'usine hydroélectrique qui était au centre et en dessous a été complètement détruite. Ce faisant, si ça profite aux Russes, une question François Clémenceau, à partir du moment où on dit que la Crimée ne sera plus alimentée en eau, pardon, mais alors les Russes sont en train de mettre leur propre population dans des difficultés majeures. C'est quand même ça n'est pas dans leur intérêt. Oui, mais en même temps, j'allais dire, si ce sont les Russes qui ont fait ça, et c'est très probablement eux, dans la mesure où on rappelle que c'est dans leur intérêt, c'est-à-dire pour freiner la progression des troupes ukrainiennes qui sont dans le début d'une contre-offensive, couper les ponts, c'est exactement ça. Sauf que là, c'est un pont qui est sur un barrage, mais c'est tout de même un pont qui relie deux rives, celle qui est ukrainienne et celle qui est sous occupation russe. Regardez ce qu'ont fait les Russes depuis le début de la guerre. À chaque fois qu'ils étaient dans la contrainte, c'est-à-dire sur le reculoir, ils ont fait exactement la même chose, une sorte de politique de terre brûlée. Quand ils avaient le temps, ils évacuaient les populations civiles. Et vous savez, les erreurs et les atrocités d'ailleurs qui ont été commises à cette occasion-là, c'est-à-dire que beaucoup de gens n'ont pas été seulement évacués, mais ils ont été déportés. Et puis, ils n'ont pas le même sens que leurs adversaires ukrainiens de ce que peut être le confort ou la vie quotidienne de leur propre population. Encore une fois, il faut rappeler qui vit aujourd'hui en Crimée. Vous avez une grande partie de la population qui sont des colons russes. Ces colons, ils sont habitués à vivre dans des conditions qui sont particulièrement difficiles, et notamment depuis le début de la guerre. Certains même se plaignent de leurs propres conditions de vie. C'est pas du tout ce qu'on leur avait promis. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec effectivement ce canal, mais qui ne va pas les priver demain matin d'eau potable, peut-être dans 1 mois, peut-être dans 6 mois. Et en attendant, il y a toujours le pont de Kerch qui relie la Crimée à la Russie et par lequel vous avez à la fois un axe ferroviaire et un axe de circulation routière. Pour être précis, on ne va pas tous se transformer ce matin en ingénieurs hydroélectriques, mais il y a donc un canal qui alimente la Crimée. Là, il a des réserves suffisantes pour que les Criméens, entre guillemets, ne soient pas privés d'eau tout de suite. Certainement pas du jour au lendemain. Donc, mais on a toujours dit quand même que c'était une des menaces les plus importantes en cas de destruction de ce barrage, c'est qu'il n'y ait plus d'eau et que pendant des années, que des travaux qui dureraient des années soient nécessaires pour rétablir cette situation. Ne pas avoir d'eau courante, quand même, c'est compliqué. Moi, je réfléchis à une solution intermédiaire, parce qu'en fait, c'est pas un carnage, c'est pas, je veux dire, c'est pas le barrage de Fréjus qui a explosé en 57, je crois, qui a emporté toute la ville. On voit qu'on est sur un flot lent et sur un flot, je dirais, qui est contrôlable. Moi, ce que je pense, c'est que honnêtement, les Russes mènent une opération militaire qui est plutôt bien pensée. Oui, je vais dire pourquoi. Parce que d'abord, ils vont essayer de dire que c'est les Ukrainiens. Bon, ça, c'est normal, c'est de bonne guerre. Le deuxième point, c'est que ce que je ne sais pas à l'heure où je vous parle, c'est quelle est leur capacité de contrôle de ce flux relativement lent. Parce qu'en Russie, les ingénieurs sont capables de réparer. Si c'était pas la guerre, s'il y avait eu un incident comme ça, ils seraient venus pour réparer. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils n'ont pas calculé un système dans lequel on va inonder une surface absolument énorme qui va empêcher l'armée ukrainienne d'avoir une offensive, je dirais, sereine en direction de la rive sud. Et le deuxième point, c'est de réparer et en fait d'éviter que ce flot s'arrive. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, elle fonctionne plus, mais c'est un flot qui est relativement lent. Vous dites à 11h du matin, dans 2 heures, on saura, ou dans 1h30 maintenant, on saura où on en est. Et vous verrez qu'il ne se passera pas grand-chose. On va apprendre que simplement, que Zaporijjia, il y a peut-être un risque, etc. C'est une opération militaire qui s'est passée là. Alors, d'ailleurs, c'est une opération militaire. Les Russes, dans votre hypothèse, auraient détruit volontairement ce barrage pour empêcher les Ukrainiens d'avancer dans leur offensive, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens aujourd'hui. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais le général là. Est-ce que c'est un crime de guerre? Bien sûr. Non, pas du tout. C'est déjà considéré comme le crime de guerre par les Ukrainiens. C'est déjà prononcé aujourd'hui par Zelensky et par son premier adjoint dans le communiqué de presse. Et il faut dire, là, vous parlez de conséquences militaires. Vous connaissez l'expression « après moi, c'est la déluge ». C'est exactement ça que font les Russes parce qu'ils savent parfaitement qu'ils vont perdre et Crimée et le sud de l'Ukraine. Je répète, à côté de Zaporijjia, il y avait le percée ukrainien à 3 km et c'est considérable. Les Ukrainiens sont en train de prendre Bakhmout. On a dévoilé cette information ce matin parce que c'était normalement, on a gardé quand même la silence par les succès.
On ne voulait même pas parler des succès de l'armée ukrainienne pour garder tout en silence, mais on a dû dévoiler cette information ce matin pour montrer que après moi, c'est le déluge, c'est le comportement des Russes maintenant sur toutes les zones occupées. Ils vont faire les dégâts partout pour détruire l'Ukraine au maximum possible avant de quitter. Et vous voyez, pour la propagande russe, maintenant, c'est une belle prétexte pour dire pourquoi elle recule. Alors, il faudra s'arrêter effectivement sur l'impact sur la conduite de la guerre. Mais d'abord, on va direction Kiev, parce que effectivement, les autorités, très vite ce matin, se sont mobilisées. Un conseil en urgence a été convoqué. Vous êtes en direct avec nous, Mélina Huet. Bonjour à vous. Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à mobiliser ses troupes. Effectivement, Elisabeth, ça a été immédiat. Conseil de sécurité extraordinaire après une prise parole de son chef de cabinet Yermak, qui effectivement a parlé de crimes de guerre. Podolyak, son conseiller spécial, lui aussi a qualifié les Russes de terroristes, insistant sur le fait que cette explosion ne pouvait venir que des Russes. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé très très tôt ce matin sur les réseaux sociaux et essentiellement sur Telegram, qui montraient les conséquences de cette explosion, avec toujours cette information, en tout cas ce qu'avancent les Ukrainiens, c'est que l'explosion viendrait de l'intérieur, alors que les Russes disent qu'il s'agit d'une frappe aérienne. On a cette vidéo, par exemple, qui a été diffusée vers 6h du matin d'un homme, probablement un ouvrier de la centrale hydroélectrique, qui est en train de commenter et qui dit non, ça vient pas du tout du ciel, regardez, et qui montre les dégâts, les conséquences de cette explosion. Alors très tôt, les autorités aussi aux alentours de Kherson ont demandé à ce que les gens évacuent, sans le faire dans la précipitation, mais en tout cas essayer de le faire le plus rapidement possible, prendre quelques affaires seulement, ne pas paniquer, mais partir très vite. Il y aurait 16 000 habitants qui pourraient être affectés par ces inondations. Et puis, quelque chose aussi d'assez important, c'est que à la télévision ukrainienne et à la radio, il y a un parallèle qui est fait, parce que d'aucuns disent que les Russes n'auraient pas d'intérêt à faire exploser ces centrales hydroélectriques, puisque eux-mêmes sont affectés par les inondations en partie. Ils font un parallèle avec 1941, au moment où les Soviétiques avaient fait exploser une centrale hydroélectrique de Dnipro, qui s'appelle Dnipro, mais qui était située à Zaporijjia, pour empêcher l'avancée des troupes allemandes. Et ce faisant, ils avaient inondé une partie de leurs propres troupes. Donc voilà le parallèle qui est fait à l'heure où je vous parle. Le Conseil de sécurité, lui, devrait se terminer aux alentours de 11h45, heure locale. Évidemment, on n'a aucune annonce d'un éventuel déplacement du président ukrainien sur place. Il a... pardon Mélina ? Non, absolument pas. Pour le moment, silence radio, ils sont encore au travail. Il y aura sûrement une déclaration à l'issue de ce Conseil de sécurité extraordinaire. Pour le moment, ce sont les médias qui se font le relais des informations sporadiques que l'on reçoit ici ou là, à droite ou à gauche. Ce sont essentiellement des vidéos en fait qui nous parviennent sur les réseaux sociaux à l'heure où je vous parle. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir été en direct. Mélina Huet, envoyée spéciale TF1 LCI avec Charlotte Lefettet, donc dans la capitale de Kiev, un conseil de sécurité qui dure maintenant depuis plusieurs heures. Vous vouliez dire un mot, colonel Oui, Degnan? sur la définition de crime de guerre. Donc, c'est pas un crime de guerre. Pourquoi ? Parce qu'un crime de guerre, c'est une violation du droit de la guerre d'une gravité particulière. En fait, il faut qu'il y ait mort d'homme. Donc, c'est pas un crime de guerre. Et s'il y a indirectement des morts par noyade, compte tenu des inondations qui sont en train de se produire? Non, je pense pas. Ce sera les dégâts collatéraux, ça s'appelle comme ça arrive dans toutes les guerres. Et les dégâts collatéraux, donc c'est pas un crime de guerre. Encore une fois, c'est une opération militaire. Moi, écoutez, je me mets à la place du colonel ou du général qui fait ça. J'aurais effectivement détruit assez rapidement cette installation. La destruction d'une infrastructure. Non, c'est pas un crime de guerre. C'est pas un crime de guerre. Non. Alors, Mais non, bien sûr. On est le 6 juin aujourd'hui, et si on se rappelle dans l'histoire, encore une fois, c'est ce qui a été marquant, notamment sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est lorsque les Allemands ont reculé. Qu'est-ce qu'ils ont fait en reculant ? Ils ont coupé les ponts qu'ont fait les Alliés au début pour pouvoir faire en sorte que la victoire puisse être accélérée. Ils ont bombardé les infrastructures vitales pour l'armée allemande, c'est-à-dire à la fois toutes les villes, des usines, des entrepôts, des axes de communication, etc. Donc, d'un point de vue, encore une fois, militaire, ça fait sens pour les Russes de ralentir, pour ne pas dire bloquer, pour un certain nombre de jours ou de semaines, l'avancée des Ukrainiens avec ce barrage qui, encore une fois, ne concerne pas la submersion de villes de plusieurs millions d'habitants, mais
le cours d'un fleuve, effectivement, où vivent des villages où il y aurait pour l'instant moins de 20 000 habitants concernés. Alors, beaucoup de réactions, évidemment, parviennent au fil des heures. Un des conseillers de Volodymyr Zelensky, à l'instant, M. Sergueï Yermak, dit que la réponse à ce qui s'est passé, Andrei Yermak, sera énergique. Seule la force pourra répondre en quelque sorte à cette agression. Vous disiez tout à l'heure, Hélène Blanc, la guerre monte encore d'un cran. Et effectivement, alors on va voir comment les Ukrainiens peuvent répondre par la force. Réponse énergique, nous dit le cabinet de Volodymyr Zelensky, mais il faut s'attendre à une intensification des combats. Moi, ce que je voulais dire, c'est que notre colonel sur le plateau nous a clairement expliqué qu'il ne pouvait pas s'agir de frappe. Or, dans le communiqué russe, il parle de frappe aérienne. Donc, vous voyez ce que je veux dire, on peut s'interroger parce que si ce ne sont pas des frappes, si vraiment, et c'est ce que nous dit Oksana par exemple, les charges explosives ont été actionnées de l'intérieur, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Ouais. Nous sommes en ligne, je crois, avec Madame Vasilenko, Lysia Vasilenko. Merci d'être avec nous, députée de la Rada. Merci infiniment. Vous êtes souvent notre lien avec la vie politique ukrainienne et aussi la vie des Ukrainiens tout court. Madame Vasilenko, d'abord, est-ce que vous avez des informations plus précises sur le nombre de personnes qui sont appelées à fuir leur maison aujourd'hui pour éviter les inondations, voire la submersion? Donc, on a eu déjà quelques trains d'évacuation qui commencent à évacuer les gens. On estime que 16 000 de personnes seront affectées par ces frappes sur le barrage de la station de Kakhovka. Et on comprend que ça peut être à peu près de 80 différentes villages, villettes de 80 localités qui peuvent être affectées et qui peuvent être soumises sous l'eau. À l'instant, on en parlait, Kiev annonce une réponse énergique. Madame la députée, quelle peut être cette réponse énergique de Kiev? Donc à ce moment-là, la priorité, c'est d'évacuer les gens. Après, on doit déjà penser qu'est-ce qu'on peut faire pour rebâtir les barrages, puisque là, le conservoir d'eau de la Kakhovka, il fournissait de l'eau sur deux canaux d'eau qui fournissaient l'eau potable pour les régions sud de l'Ukraine. Donc ça va sûrement affecter les niveaux de l'agriculture, et ça va sûrement affecter la vie dans les villes du sud de l'Ukraine, puisque les gens ne pourront pas y vivre sans eau potable, surtout l'été quand ça fait vraiment, vraiment chaud. Il y a le risque que toute une région de Kherson, peut-être de Zaporizhia, peut-être partiellement de Dnipropetrovsk, vont être absolument désertées avec des changements absolument dramatiques de climat, avec des changements de l'écosystème. Donc vraiment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un crime d'écocide que les Russes ont fait contre non seulement l'Ukraine, mais contre l'humanité. Parce que vraiment, quand on va avoir les changements d'écosystème, les changements climatiques, ça va affecter plus que l'Ukraine. Ça va affecter et commencer des changements immenses dans tout le continent.